Nous nous intéressons à présent à l'un des acteurs essentiels dans l'accompagnement des personnes âgées, la famille. Un peu de littérature pour commencer, si vous le voulez bien. En 1897, dans Les nourritures terrestres, André Gide écrivait avec rage le fameux « Famille, je vous hais ». Eh bien, en 2021, le CINERPA déclare au contraire « Famille, on vous aime » et le prouve, puisque dans les 12 propositions formulées par la Confédération pour vivre avec le Covid-19, figure celle-ci, construire une nouvelle relation avec les familles et les proches des résidents. Car les mesures prises pour protéger les personnes âgées particulièrement exposées face au virus, entre autres les visites suspendues, ont pu être source de tensions entre les familles des résidents et les établissements. Pas facile de maintenir le lien social dans de telles conditions. Pour trouver des solutions, le CINERPA a d'ailleurs signé une convention avec un médiateur pour mener des conciliations et ouvrir le dialogue entre les personnes. Reste que la relation entre les familles et les établissements est un sujet de réflexion au-delà même du Covid. Nous allons donc nous y consacrer pendant cette table ronde. Et en introduction, je vais demander à notre philosophe de me rejoindre. Éric Fiat, s'il vous plaît. Venez par ici, venez à côté de moi. Alors Éric, est-ce que selon vous, l'apparition du Covid a changé quelque chose à la place qu'occupe la famille dans la société? Oui. Vous me le refaites. Vous me refaites le coup. Fiat deuxième. Oui. Il est mieux ce oui. Bien, je passe à ma deuxième question alors. Si vous voulez. Les familles doivent être... Ça va être vite réglé cette affaire. Les familles doivent être considérées comme de vrais acteurs de l'accompagnement de la personne, donc comme de véritables partenaires, des professionnels du grand âge qui sont ici. Comment faire pour qu'elles jouent pleinement ce rôle? Et là, vous ne pouvez pas me dire oui. Ça, je ne le sais pas vraiment, mais cette crise a une puissance révélatrice. Et je crois en effet qu'elle a révélé que la famille, qui a pu nous sembler, peut-être depuis mai 68, comme une institution un peu ringarde et liberticide, eh bien, est peut-être une institution dont nous avons toujours besoin. Vous citiez André Gide, et c'est vrai que le « Famille, je vous hais » a beaucoup choqué dans les paroisses où on faisait de la famille une unité nucléaire fondamentale, indissoluble. Mais on oublie souvent de citer les mots qui suivent. Car après qu'il a dit « Famille, je vous hais », Gide ajoute porte fermée, volet clos, possession jalouse du bonheur. Et donc ce n'est pas à la famille comme telle que Gide s'en prend, mais à la famille fermée. Et c'est en quoi la formule de Gide n'est pas forcément à mal accueillir par les chrétiens, parce que le Christ ne cesse dans les évangiles de dire son agacement vis-à-vis justement de cette façon que les hommes ont de privilégier les liens du sang sur les liens humains. Le Christ voudrait que le sentiment d'appartenance locale à une famille ne fasse pas oublier le sentiment d'appartenance globale à l'humanité comme telle, si vous voulez. Et première remarque. Deuxième remarque, possession jalouse du bonheur. Mais non, une famille, c'est pas toujours la possession jalouse du bonheur. On sait bien, depuis un certain temps, qu'une famille, c'est du bonheur et du malheur aussi, n'est-ce pas? La première famille, c'est quand même Adam, Ève, Caïn, Abel. On ne peut pas dire que ça soit très très bien passé. Et par conséquent, accueillir une famille, quand on travaille dans un EHPAD, c'est accueillir en effet une unité complexe où l'amour se matine de haine, où le sentiment de culpabilité
est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Je veux dire par là que, étant donné que malheureusement, la plupart des personnes âgées qui se retrouvent en EHPAD ne l'ont pas voulu, eh bien, et y ont été un peu poussées. Alors, magnifique, le maintien à domicile, le soutien à domicile, dirons-nous, mais bon, il y a un moment où parfois il n'est plus possible d'y rester. Et mettre son vieux dans un EHPAD, ça fomente souvent des sentiments de culpabilité qui peuvent faire, vous le savez mieux que moi, que justement, on s'en prenne aux professionnels. Pardonnez-moi Eric, culpabilité parce qu'on délègue le soin de s'occuper d'un parent ou d'un grand-parent à un établissement. Ben oui, voilà, c'est jamais toujours facile. Vous savez, je disais ça, proposais ça hier, hein, l'une des tentations du cœur humain, quand le malheur survient, c'est la tentation du bouc émissaire. Et donc parfois on fait payer aux professionnels la culpabilité qu'on a mal dépassée. Ça doit être absolument considéré. Et puis la famille est évidemment bigarrée. Vous avez parfois une lutte à mort pour la reconnaissance entre les deux sœurs qui ne s'entendent pas forcément bien, chacune des deux voulant prouver qu'elle a été la meilleure accompagnante, et puis mépris de ceux qui viennent plus. Alors que peut-être le plus abandonnateur n'est pas forcément celui qu'on pense. Parfois, celui ou celle qui vient tout le temps le fait plus pour obtenir les bravos du parterre et les hurrahs du paradis, elle est fidèle, que par véritable amour. Hein, c'est plus le souci de l'étiquette que le cœur aimant qui fait de sa présence une présence qui peut être parfois un peu lourde pour la personne institutionnalisée, parce qu'il faut parfois justement laisser l'autre être ce qu'il est. Quand le vieux entre dans l'EHPAD, tout d'un coup il peut commencer une histoire d'amour, il peut se découvrir autrement, et ça les familles n'aiment pas forcément ça. Et peut-être que celui qui vient pas, eh bien, ne vient pas pour garder une belle image ou parce qu'il ne peut pas. Vous savez, là encore, je cite souvent les références religieuses, c'est pas du tout parce que je suis religieux, je suis athée comme un cochon. À supposer que les cochons soient athées, ça c'est une grande question philosophique, mais je crois pas que ce soit la question du jour. Mais ces textes ont vraiment quelque chose d'intéressant à nous dire. Or, le Christ, les apôtres, on croit que le mauvais apôtre, c'est Judas et que les autres sont de bons apôtres, mais c'est pas vrai. Pierre trahit le Christ. Hein. Au fond, il y a un texte magnifique de Borges dans Fiction, où il dit que le plus abandonnateur des deux n'est pas forcément celui qu'on pense. En fait, les 12 apôtres, c'est 12 manières d'abandonner. Je dis ça pour dire qu'une famille, c'est évidemment une unité complexe et que la prise en considération par les professionnels de la famille, eh bien, c'est la prise en considération de cette complexité et aussi de ce que j'appellerais les ambivalences du cœur. Parce qu'il me semble que le cœur de chacun des membres de la famille est ambivalent, voire clivé. C'est-à-dire qu'il balance entre des moments où j'en peux plus. De le voir comme ça, mais c'est infernal, c'est impossible. Et il y a une part d'elle qui dit « j'aimerais que ça se termine, ce serait un soulagement ». Mais tout de suite après, il y a une autre part d'elle qui dit « mais non, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Comme disait Edith Piaf, « laissez-le-moi, encore un peu, mon amoureux ». Et voilà pourquoi il est complexe d'accueillir les familles, puisque les familles sont des unités complexe. Ce qui est important, c'est de le vouloir et de savoir que, c'est de savoir que le conflit n'est pas soluble dans les bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce lieu-là où se joue le drame de l'existence, la fin de vie et la mort, la perte des facultés qui faisaient la dignité, eh bien, dans ce lieu-là, en effet, se jouent des choses tellement difficiles qu'il est inévitable qu'il y ait des conflits internes dans l'âme de chacun des membres de la famille, des conflits internes dans l'âme du résident, des conflits internes dans l'âme du professionnel. Ce qu'il faut, c'est empêcher que le conflit dégénère en guerre, si vous voulez. Et moi, je me méfie des sociétés utopiques qui pensent qu'on peut trouver des solutions pour que tout soit radieux. Non, comprenez qu'il y aura des conflits, simplement il faut les rendre négociables, parlables. Justement, comment est-ce qu'on établit un bon dialogue ou comment est-ce qu'on rétablit un bon dialogue entre la famille, les familles et les établissements ?
Mais ça, je ne le sais pas. En tant que philosophe, je ne peux pas répondre à cette question. Les philosophes ne sont pas là pour donner des recettes ou des... Bon, j'essaie de planter un cadre. À mon avis, c'est à mes collègues qui vont parler tout à l'heure qu'il faudra donner la parole. D'ailleurs, j'aurais mieux aimé parler après eux pour essayer de faire la synthèse de ce qu'ils disaient. D'une part parce que me faire revenir sur scène après que je l'avais quitté, je me dis ils vont vraiment en avoir marre. Mais d'autre part parce que vous posez au philosophe des questions auxquelles il ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour donner des recettes et pour donner des techniques, non ? Alors on verra si on peut vous redonner la parole tout à l'heure. Je vous laisse donc regagner l'ombre. Formidable. De toute façon, nous sommes tous promis à l'ombre. Je vous laisse regagner l'ombre, cher Eric. Merci, cher ami. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure si le temps merci nous beaucoup. en est donné. Merci Eric. Et je vais demander immédiatement à Jean-Christophe Romercy, à Jean-Marc Venard, à Fabrice Xil et à Madame Chantal Lambert-Burins de me rejoindre. Bonjour. Allez-y, prenez place, comme vous le souhaitez. Allez hop, on fait simple. Alors, bienvenue à tous les quatre. Eh bien, je vais présenter dans l'ordre où vous vous êtes placés. Jean-Marc Venard, directeur des Jardins de Matisse, au Grand Quevilly. Chantal Lambert-Burins, vous êtes représentante des familles au Conseil de vie sociale d'un EHPAD dans le 13e arrondissement de Paris. À côté de vous, Jean-Christophe Romercy, directeur général France d'Orpea. Bienvenue également. Et puis enfin, Fabrice Xil, philosophe de formation. Que de philosophe. Philosophe de formation, directeur adjoint de l'espace éthique d'Île-de-France et auteur du document repère demandé par la ministre Madame Bourguignon et destiné aux professionnels des établissements pour personnes âgées. Jean-Christophe Romercy, je commence avec vous. C'est intéressant de rappeler quand même qu'il y a 15 ans, vous avez découvert Orpea, non pas du côté des professionnels, mais du côté des familles. Oui, c'est une anecdote que je vous ai effectivement évoquée. Une anecdote en fait qui est un vrai choix de vie. Mon grand-père est rentré chez Orpea avant moi. Et c'est comme ça que j'ai connu ce monde-là et que j'ai été confronté avant toute chose en tant que famille dans une clinique devant une assistante sociale à un moment où il fallait prendre des décisions, effectivement. Alors, Orpea, présent dans 23 pays, plus de 1100 établissements médicalisés. Rappelons pour commencer les grands axes de votre politique en matière de relations avec les familles. Alors, en termes de relations avec les familles, je crois, et nous croyons très fort au sein d'Orpea, qu'il est absolument nécessaire de favoriser ce lien. Mais qu'est-ce qui génère d'abord le lien avec les parties prenantes ? C'est la considération, c'est un terme qui a été beaucoup employé, cette considération de la place qui doit être occupée par chacun, du droit qui doit être respecté. L'entrée dans un établissement, ça a été mentionné par Eric Fiat, est rarement le fait d'un choix. Et c'est un moment de rupture, un moment où on doit accompagner, non pas de manière instantanée, cette transition, en expliquant qu'il ne faut plus s'inquiéter, que nous sommes là, que nous allons prendre le relais. C'est à contrario un moment de passage qui doit se poursuivre, un moment où on doit gagner la confiance et non pas la proclamer simplement. On favorise cette considération, ce lien par évidemment des mécanismes que tout le monde connaît ici, le Conseil de la vie sociale, les différentes commissions, animation, restauration, par le fait d'avoir des espaces qui soient accueillants, par le fait de pouvoir préserver l'intimité, par le fait de pouvoir écouter bien sûr les résidents, recueillir l'histoire de vie, l'histoire de l'individu, mais l'histoire de la famille également, d'écouter ces familles qui sont, comme cela a été dit, souvent dans la culpabilité d'un abandon. Et on doit venir sans doute dans la douceur et instaurer cette confiance-là. Si je peux me permettre juste un petit mot par rapport à la crise coronavirus que nous avons tous vécue, elle a eu une vertu sans doute, c'est que nous exerçons notre métier en tant que professionnels avec une connaissance des mécanismes de prise en charge, de ce que nous devons faire. C'est tellement une évidence pour nous qu'on oublie de la communiquer peut-être parfois aux familles quand elles arrivent. Et la crise du coronavirus, elle nous a rangés au moins à la même condition, l'inconnu.
On a été dans la même inconnue, nous les professionnels, que les familles au moment où elles nous confient leurs parents. Et ça a été sans doute un état qui est venu renforcer encore ces intentions de communication, de communauté et de partage. Et ça, c'était un élément vraiment révélateur et qu'on continuera évidemment à poursuivre. Alors, je crois qu'il y avait un autre slide. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le voit maintenant. Si vous le voulez, quand vous voulez, finalement. C'est vous qui avez la dans la zapette. question générale, donc le voici. Voilà. Vous voulez peut-être le commenter rapidement ? Oui, on a parlé il a été évoqué la symétrie effectivement des attentions. On a une particularité dans notre symétrie des attentions, c'est que évidemment on doit considérer les collaborateurs pour évidemment considérer les résidents que nous accueillons, mais il y a une troisième partie prenante, les familles. En général, dans toutes les activités, on a un client et on fournit un service. Et là, il y a une partie prenante qui est extrêmement impliquée, ce sont les familles. Et tout au long de la crise sanitaire en particulier, on a eu de cesse que de communiquer auprès des familles. La plus grande transparence possible. Finalement, c'est ce que je vous disais, on était tous confrontés à l'inconnu. On ne savait pas si ce que nous faisions était juste ou faux, mais on devait le faire. Les familles ne pouvaient plus rentrer dans les établissements, ne pouvaient plus prendre des nouvelles immédiatement par un visuel. Donc oui, les visioconférences, les réseaux sociaux, mais la communication, la transparence, le fait de savoir dire voilà ce qui se passe dans l'établissement, voilà ce que nous faisons, pourquoi nous essayons de le faire ainsi. Et ça a été extrêmement important. Tout au long de cette période, on a multiplié les courriers d'information en indiquant très clairement si nous avions des cas, si nous n'avions pas de cas, où nous en étions, l'organisation, la sectorisation, le fait aussi parfois d'avouer que nous ne savions pas si nous faisions bien, mais en tout cas de dire que nous faisions au mieux. Et ça a été vraiment le leitmotiv qui a permis, in fine, de réunir tout le monde dans une communauté d'intérêt. Et vous avez réalisé en juin 2020 une enquête de perception de la crise sanitaire auprès des familles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui. Il a été évoqué aussi tout à l'heure que le conflit est inéluctable et on le voit quotidiennement. Éluder le conflit et ne pas en parler, c'est le meilleur moyen de ne pas résoudre le problème. On a dû prendre beaucoup d'actions pendant ces derniers mois. Chaque année, évidemment, on fait des enquêtes de satisfaction, des enquêtes auprès des résidents, des familles anonymes. Elles peuvent lever l'anonymat, nous faire des recommandations. Et on a voulu, à la fin de la première période Covid, dès le mois de mai-juin 2020, faire un bilan, avoir un retour finalement sur ce que nous avions fait. On a mené 2 enquêtes. Une première auprès de nos salariés, pour savoir de quelle manière ils avaient perçu l'accompagnement, quel avait été leur niveau. Je ne reviendrai pas sur cette partie-là, elle a été évoquée tout à l'heure. Et puis, évidemment, une enquête auprès des résidents et de leurs familles, et en particulier destinée aux familles qui avaient été, malheureusement, de fait, par les circonstances, finalement, un peu tenues à l'écart de ce qui se passait dans les établissements, malgré tous les efforts que nous faisions pour les tenir informés. Et cette enquête, vous en avez ici un extrait. Ce qui était important pour nous, c'était de savoir si les mesures que nous avions prises avaient été clairement expliquées, si le sens de ces mesures avait été clairement compris, si la manière dont nous l'avions expliqué avait été suffisamment précautionneuse, et si effectivement la communication, même certes à distance, avait pu permettre de garder quelques liens. Vous avez ici les résultats. On est à plus de 90% pour la plupart des items, avec des familles qui nous ont témoigné de leur confiance, de leur satisfaction, de leur reconnaissance. Et on leur devait également beaucoup, parce que si on a pu aussi passer ces moments terribles, c'est aussi parce que nous étions dans une relation de confiance établie. Et nous avions besoin de cette confiance-là de la part des familles pour pouvoir agir. Et pour l'obtenir, nous devions évidemment être transparents, hyper communicants et expliquant ce que nous faisions. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'enquête anonyme que vous faites chaque année auprès des résidents et des familles, mais l'enquête seule ne suffit pas. Non, absolument pas. L'enquête seule ne suffit pas, c'est une enquête annuelle, anonyme. On peut lever l'anonymat quand on le souhaite, évidemment. Des recommandations sont faites, donc il y a des items qui sont évalués, et puis une place est laissée aux commentaires. Quand ces enquêtes sont réalisées, elles sont faites évidemment par un organisme indépendant. Les résultats sont édités par établissement, et à partir de ce moment-là, on les présente au Conseil de la vie sociale,
aux familles. On aime bien élargir le Conseil de la vie sociale, vous savez, de manière réglementaire, ça peut être un organe très fermé, le représentant des familles, le représentant des résidents, le représentant des salariés, de la direction, mais c'est beaucoup plus vertueux quand toutes les parties prenantes peuvent accéder librement à cette instance-là. Désolé pour le mal au cœur, c'est pas moi qui bouge, a priori, mais... Et donc, ces enquêtes sont présentées en toute transparence, encore une fois, ainsi que l'élaboration des plans d'action que nous mettons en œuvre pour corriger les écarts qui ont été constatés, commentés. Et on engage effectivement l'établissement dans une démarche ainsi tout au long de l'année. Est-ce que vous pensez qu'on oppose trop souvent famille et établissement ? Oui, je crois qu'on oppose trop souvent les familles et les établissements. J'ai beaucoup de respect pour le travail de l'institution défenseur des droits. Vous avez mis en perspective le nombre de plaintes par rapport au nombre d'établissements, mais il faut mettre en perspective peut-être aussi le nombre de plaintes par rapport au nombre de personnes accueillies. Et on pourra toujours trouver quelque chose qui ne marche pas, évidemment. Et malheureusement, on le voit souvent dans les médias, il y a une espèce de stigmatisation, une opposition. La division, l'opposition, malheureusement, elle éloigne et elle génère la défiance. Et à contrario, ce qui se passe dans les établissements et ce que les directions, les équipes, qui elles-mêmes doivent recevoir aussi cette considération, c'est finalement de ne pas avoir peur de se rapprocher. Et à chaque fois que cela fonctionne, à chaque fois qu'une problématique est verbalisée, eh bien, on trouve des solutions. Le seul danger, effectivement, c'est de dire que de toutes les manières, a priori, nous ne comprendrons pas l'autre, ou que l'autre ne nous comprendra pas, et que donc de ce fait, le dialogue est inutile. Et c'est là que débutent les vrais problèmes en réalité. Très bien. Jean-Christophe, je vous remercie. Magnifique. Vous me rappelez ma tendre enfance en maternelle. Oui, je ne suis pas le premier. Pardon, je n'ai pas pu résister. Non, Pardon. Jean-Marc Venard, donc l'établissement Les Jardins de Matisse au Grand Quevilly. Alors, 0 cas Covid chez vous, chez les résidents. Oui. 0 cas Covid et un seul dans le personnel. Exact. Comment avez-vous géré le lien avec les familles pendant la crise Covid ? J'allais dire comme on l'a toujours géré, c'est-à-dire avec confiance, transparence, je crois que ce sont des mots forts. Dès l'arrivée des résidents dans l'établissement, on accueille les familles, on fait une réunion avec elles, on leur explique comment fonctionne l'établissement. Je reçois personnellement les familles pour signer les contrats de séjour. Essaye de créer cette relation de confiance dès le départ. La transparence est extrêmement importante et puis on a activé tous les canaux de communication possibles. Alors évidemment, on a vu nos standards exploser sous le nombre d'appels dès les premiers jours du confinement. On a mis du personnel en plus pour répondre aux appels, aux mails. On a mis en place tous les moyens techniques que permettent les réseaux sociaux et puis les tablettes numériques. On s'est d'ailleurs aperçu que nos établissements n'étaient pas forcément en adéquation numérique avec du Wi-Fi partout, etc. Faire fonctionner ces tablettes, mais on a essayé rapidement de pouvoir répondre aux demandes des familles et de leur montrer que c'est pas parce que les établissements étaient fermés que tout était caché et qu'il fallait stigmatiser. Oui, c'est chez vous que BFM TV a fait chou blanc parce qu'ils sont allés interroger les gens, les familles à la sortie de l'établissement ? Oui. Oui, ils avaient voulu faire un reportage un petit peu trash et les familles leur disaient mais non, on a confiance, ils communiquent, ils nous envoient une newsletter toutes les semaines, on peut faire de la visio et en fait ils n'ont jamais diffusé le reportage. Voilà, bien, c'est aussi ça les médias. Alors, la newsletter hebdo, vous venez d'en parler, il y avait aussi un atelier de musique techno. Ça en revanche, ça a plu aux médias. Oui, on a essayé de se dire avec l'équipe, il faut créer un fil rouge qui, tout au long de la crise, va permettre aux familles d'avoir des informations, et puis des informations amusantes, ludiques, et qui ne parlent pas uniquement de la crise. Donc, on a réfléchi avec l'équipe, et mon animateur, qui est un DJ dans le privé, m'a proposé un atelier techno pour, évidemment, l'ambivalence entre la personne âgée et la techno. On a acheté des machines, on a mis de l'argent sur la table pour lui permettre de le faire. Et puis, un petit groupe de résidents s'est passionné et on a fait tourner les résidents, on a fait des vidéos, on a intéressé les familles à cela en leur montrant que la vie continuait dans l'établissement aussi et que tout ne s'arrêtait pas, que tout le monde n'était pas enfermé et que voilà, la vie continuait normalement dans l'établissement. Et qu'on essayait même de l'embellir par des actions un peu différentes. Alors effectivement, après, les médias se sont emparés de ça, Antoine Decaune, Martin Solveig, on a eu beaucoup de reportages, Yann Barthès, etc. Et ça a permis aussi de montrer les pattes sous un autre jour pendant ce confinement.
Alors on a des images, non pas de l'atelier techno, des images de Jérusalema, hein, la fameuse danse. C'est pas chez vous, c'est dans un EHPAD privé associatif, le Verger des Coudries. C'est en Haute-Savoie, à Servan. Voilà, de l'importance des animations. Vous confirmez l'importance des animations, Jean-Christophe? L'animation, évidemment que ça a une importance capitale. Bien sûr, il y a la partie thérapeutique. Oui, là, il faut parler pendant le temps. Oui, effectivement. Oui. Mais non, mais l'animation, c'est la vie, tout simplement, et c'est ce qu'on doit en premier lieu. Voilà. Donc, oui, le monsieur à la casquette, il est bien. Hein. Voilà. Il donne le là. Et en fait, les médias montent en épingle une ou deux initiatives, mais il y en a eu des milliers dans les établissements. Hein. Des milliers, à plein d'échelles différentes. Et c'est ça aussi qui permet aux familles d'avoir confiance. Alors, combien avez-vous eu de familles virulentes? Alors, bon, voilà. Merci. On va arrêter avec les images parce que c'est difficile d'écouter en même temps et de regarder. Je vous propose qu'on applaudisse les résidents de cet EHPAD privé associatif. J'ai 104 résidents, on a eu 2 familles et une très virulente. Et bizarrement, la fille de ce résident est cadre de santé au CHU de Rouen et son mari est médecin libéral. Bien. Et ce sont eux qui nous ont le plus reproché les mesures sanitaires qu'on prenait pour protéger les résidents. Il faut rappeler l'importance du Conseil de la vie sociale. Vous en avez un peu parlé déjà, Jean-Christophe, hein, l'importance du CVS. Oui, je rejoins complètement ce que disait Jean-Christophe, c'est qu'il faut l'élargir, il faut l'améliorer, il faut faire des CVS informels pendant l'animation pour recueillir les avis des résidents, la restauration, et puis des moments informels avec les familles. Nous, on fait des cafés des aidants, on reçoit les familles, on leur explique ce qu'est la maladie d'Alzheimer. On a pris du temps supplémentaire de psychologue pour avoir des écoutes aussi auprès des familles et on a demandé à la psychologue d'essayer de mieux nous structurer ce CVS et de l'ouvrir. Alors justement, parlons-en, tiens, avec vous, Chantal Lambert-Burins, vous êtes membre du CVS au titre des familles d'un EHPAD dans le 13e arrondissement de Paris, où votre mari est résident depuis 3 ans. C'est bien ça. Alors au début, vous, la crise sanitaire vous a plongé dans un état de... Le mot a été utilisé plusieurs fois par Eric Fiat précédemment, dans un état de sidération. Alors, tout à fait exactement. Ce que je voudrais, un petit préalable, c'est de dire ou de redire que lorsqu'on amène son parent dans un EHPAD, c'est pas de gaieté de cœur et que c'est une démarche qui est un aboutissement d'un aidant qui, à un moment donné, est submergé par la fatigue ou alors parce que cette personne qui nous est chère, à un moment donné, a un niveau d'handicap qui ne permet pas de le laisser à la maison. Pourquoi je dis ça? Parce que cette sidération que nous a pu avoir a été en même temps empreinte d'une grande culpabilité, c'est-à-dire j'aurais peut-être pas bien fait, j'aurais peut-être mieux fait de le sortir parce que ça a été proposé juste quand les EHPAD allaient se fermer en nous disant si vous n'avez pas confiance, vous pouvez prendre la personne qui est dans l'EHPAD pour le ramener chez vous, mais ensuite on pourra pas le récupérer. Donc à un moment donné on s'interroge, où est-ce qu'il va être le plus en sécurité, à l'intérieur ou à l'extérieur? Le parcours du combattant pour trouver un EHPAD fait que quand vous l'avez trouvé, vous avez confiance. Et je pense que cette confiance est importante pour la suite. Cette culpabilité que l'on va ressentir, qui est d'autant plus importante puisque à un moment donné, le monde est à terre. On a employé tous ce terme de sidération. Le monde est à terre. Il y a une maladie qui arrive. On ne la connaît pas. Et peut-être ce qui n'a pas été dit ce matin suffisamment, c'est qu'on n'a rien. On ne connaît pas la maladie, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on ne sait pas comment s'en protéger. Et dans les EHPAD, il y a les patients, les résidents, mais il y a également tout le personnel qui lui aussi a peur. C'est-à-dire qu'il y a toute une symbolique de peur qui s'installe dans l'EHPAD. La personne extérieure qui dit... Toutes les portes sont fermées, on se calfeutre dans la maison avec le peu de famille qui reste, ou avec sa famille ou le peu qui reste, et on a laissé l'autre là-bas en danger, où il faut le savoir, si il y a Covid, c'est 100% de mort, c'est-à-dire que on le laisse au feu. Et ça, cette culpabilité se transforme un peu en tétanie, on a cette boule au ventre qui est effectivement très difficile. Et quand aujourd'hui, je m'interroge sur la période qu'on a vécue, on a envie de plus s'en souvenir. On a envie de l'effacer. C'est pour ça que quand on parle de cette satisfaction que les familles ont pu avoir,
Oui, parce que quand on s'en est sorti, c'est formidable, mais je crois qu'à un moment donné, on a un peu gommé tout ce qu'on a eu. On a l'impression que la période pendant laquelle on n'a pas vu son parent est beaucoup plus longue qu'elle ne l'a été. Oui, ce qui explique que d'ailleurs, on s'est parlé, Voilà. on s'est parlé au téléphone et je vous ai demandé, mais pendant combien de temps vous n'avez pas vu votre mari? Je ne sais pas. Et vous m'avez dit, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et effectivement, ça m'a paru beaucoup plus long, alors qu'en fait, les portes de l'EHPAD se sont fermées le 8 mars et que j'ai pu le voir le 2 mai. Donc, c'est pas si long que ça. Il y a eu plusieurs cas de figure parmi les résidents et leurs familles. Oui, il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que il y a ceux qui acceptent. Et puis, il y a toujours, mais dans tous les métiers, c'est la même chose. Il y a ceux qui se révoltent, qui trouvent qu'il n'y a qu'un faucon, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, que c'est tyrannique, ce qui est prévu par l'EHPAD. Mais je pense que c'est très rare qu'il y a effectivement peu de personnes qui n'ont pas fait confiance. D'une part, parce que, comme vous le disiez, monsieur, c'est que l'information a été faite par les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, la possibilité de pouvoir échanger. Peut-être la seule petite remarque que je ferai aujourd'hui, c'est si on avait eu un correspondant qui n'était pas ni la directrice, ni le personnel, mais une personne qui aurait pu nous dire comment notre parent vivait le confinement. Parce qu'en fait, quand on voit les personnes qui chantent et qui dansent, ça me semble un petit peu utopique, parce qu'au début, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait quand même des cas Covid, les parents étaient enfermés dans les chambres, on ne mélangeait pas les étages. Donc quand même, il y a eu une période pendant laquelle c'était pas la joie. Alors, il n'y a pas eu des cas Covid dans tous les établissements. Hein, il n'y a pas eu des cas Covid dans tous les établissements. Il y en a eu très peu dans l'établissement dans lequel mon mari est, mais il y en a quand même eu, donc il fallait faire attention. Et puis ce qui était terrible aussi, c'est que le personnel, lui aussi avait peur pour lui, il avait peur pour sa famille, il avait peur d'amener le Covid, parce que le Covid qui est arrivé dans les EHPAD, souvent c'était le personnel qui l'amenait. Donc eux aussi avaient un sentiment de culpabilité qui était très fort. Et je crois que si je peux en tirer une conclusion, c'est que peut-être nous, on s'est sentis grandis, mais c'était famille, je vous aime. Je crois que quand il y avait des EHPAD dans lesquels le directeur ou la directrice avait su encadrer les équipes, aider les équipes, nous inciter à les aider, à leur prouver qu'on appréciait ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le repas a pu être pris dans les EHPAD, on a pu apporter un peu de plus à ces repas, on a pu offrir un jour des pizzas pour tout le monde, des desserts pour tout le monde, des fleurs pour tout le monde, des chocolats pour tout le monde. Et je crois que on s'est rapproché des équipes de l'EHPAD de la même façon que eux ont pu se sentir accompagnés par le directeur ou par la directrice. Mais pour finir, ça veut dire donc vous, l'EHPAD en l'occurrence où est hébergé votre mari, c'est un EHPAD privé, hein, c'est l'ACPA-Péan, Paris, 13e. Je le précise, ça veut dire qu'aujourd'hui, où on est revenu à la situation d'avant la crise, ou presque, vous êtes satisfaite de vos relations avec l'établissement ? Tout à fait, je crois qu'on n'aurait pas pu l'être, on ne peut pas être critique vis-à-vis de cet établissement qui a été géré de main de maître. C'est vrai qu'on s'est rendu compte des difficultés qu'ils avaient, il fallait les comprendre. C'est vrai qu'il n'y avait pas des endroits où les choses se passaient mieux que dans un EHPAD, d'autant que, comme vous le disiez, monsieur, il y avait les EHPAD étaient sous le feu de la rampe, c'est-à-dire que toutes les caméras étaient branchées sur les EHPAD et tous les soirs on disait tant de morts supplémentaires, etc. Donc il fallait faire confiance. Et c'est vrai que cette confiance, on pouvait l'entretenir que si on avait du répondant, c'est-à-dire que si dans l'EHPAD, on nous tenait au courant, on nous associait et on nous comprenait. Et c'est vrai que quand on parle des familles, alors c'est vrai que souvent dans les EHPAD, on prend la personne, on prend le résident, on prend le package de temps en temps, c'est-à-dire que c'est le résident et la famille qui est à côté. Et ça, le personnel, il n'est pas encore suffisamment préparé parce que il fait son boulot, et il ne faut pas quand même qu'on l'enquiquine avec de la famille qui le talonne. Je crois que le personnel a dû comprendre aussi que dans ces moments-là, on a besoin quand même d'avoir plus d'informations. Merci. Un mot, Jean-Marc ? Oui, juste pour dire qu'Yves Gineste, le fondateur d'Humanitude, dit un truc sur les soignants en disant le soignant a des compétences techniques, mais il faut qu'il ait des compétences aimantes.
à la fois pour le résident, mais pour sa famille aussi. Jean-Christophe ? Des soignants qui se sentiraient éventuellement talonnés. Je crois qu'on est talonné quand l'autre n'a pas confiance. Et c'est un travail vertueux simplement qui est à instaurer. Les soignants, les équipes détiennent la compétence. La famille détient l'amour, l'histoire de vie, le lien. Et en fait, ces énergies-là doivent converger vers l'intérêt du résident, chacun écoutant l'autre effectivement, en ayant conscience de son rôle. Alors, oui, rapidement, oui, s'il vous plaît. Rapidement, c'est que je sais, il doit être prévenant, le personnel. Il doit être prévenant, il doit être bienfaisant, mais j'ai pas l'impression qu'on lui demande d'être aimant. Et je vois que le personnel circule entre les étages, peut-être justement parce que s'il est trop aimant et que si à un moment donné il s'en va, ça peut perturber le résident, et que d'autre part, il peut y avoir aussi pour des résidents qui sont difficiles, un soupçon de maltraitance. Donc c'est vrai que le terme d'aimant, je l'ai pas entendu. Et je ne sais pas s'il est nécessaire. Bienveillant, mais aimant, je m'interroge. Bien. Fabrice Xil, vous êtes l'auteur du document repère demandé par la ministre Madame Bourguignon, destiné aux professionnels des établissements pour personnes âgées. Pendant la pandémie et après, quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? Document qui a été remis en février dernier, depuis téléchargé 5000 fois sur votre site, adressé à 2000 personnes qui l'ont demandé, donc visiblement, le document intéresse. Il vit sa vie, ouais. Il vit sa vie. Ouais. On peut rappeler en quelques mots ce qu'est l'éthique ? Peut-être, permettez-moi juste de dire le bonheur que j'ai d'être à ce congrès, et que c'est une manière pour moi de témoigner ma reconnaissance au CINERPA, et tout particulièrement à Florence Arnay-Momé et Pauline Méniel, qui ont et qui continuent d'apporter une contribution très très riche aux travaux que je mène dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par Brigitte Bourguignon. L'éthique, on pourrait dire, pour aller vite, que c'est une réflexion à la fois individuelle et collective sur le sens et sur la valeur des actions, ou sur la visée des conduites. Ça peut avoir pour objectif de rendre les pratiques plus éthiques, plus justes, plus respectueuses. Ça peut aussi être de soutenir les questionnements de celles et ceux qui sont face à un dilemme, un conflit de valeurs, un conflit de loyauté, et qui se demandent comment bien agir dans une situation donnée, dans une situation très concrète. Alors, vous avez identifié 10 points de vigilance éthique, dont celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, préserver les liens et la confiance avec les familles. Comment avez-vous travaillé ? Qu'en est-il ressorti ? Comme l'objectif était surtout pas de donner des leçons de morale à quiconque, et surtout pas aux professionnels des établissements, mais de soutenir leur engagement et leur réflexion, on a voulu commencer par écouter. Donc en un temps vraiment très très court, on a mené une enquête nationale en demandant aux professionnels quelles difficultés d'ordre éthique vous rencontrez en contexte Covid et quelles réponses vous avez essayé d'y apporter. Il y a 1800 personnes, pour l'essentiel des professionnels des EHPAD, qui ont répondu, 30 métiers différents, et 40% des répondants, c'est des directeurs, des psychologues, des cadres de santé, des médecins coordonnateurs et des aides-soignantes. On a aussi recueilli les contributions de 200 personnes, orales, écrites, des personnes âgées, des résidents, des proches, des familles, des représentants d'associations, parce qu'on considérait que c'était en parallèle vraiment fondamental de les écouter. Alors qu'est-ce qu'il en ressort 10 grands repères, 10 grands points d'attention ou 10 grands points de vigilance, mais en fait surtout une idée forte qui est que en situation de crise, et par exemple de crise sanitaire, il faut bien entendu une vigilance éthique particulière, mais pas une éthique d'exception. La crise fait naître des questionnements inédits, elle nous conduit nous-mêmes en éthique à nous réinventer, mais au fond la question c'est de savoir comment on va rester fidèle aux valeurs de l'accompagnement, du soin à l'égard des plus âgés. Alors qu'est-ce qu'il en ressort s'agissant des familles, puisque c'est le thème de la table ronde, et de leur place et de leur rôle dans les établissements. Bien sûr, alors elles sont toutes différentes, vous venez de le rappeler. Bien sûr, elles ne sont pas toutes présentes tous les jours en temps ordinaire. Bien sûr, certaines n'ont pas toujours respecté les gestes barrières. Et quand il y a eu des décès, parfois en grand nombre, parmi les résidents, et parfois des cas de Covid, parfois graves, parmi les personnels,
c'est très difficile à vivre. Bien sûr aussi, pour pouvoir les accueillir en période Covid, il faut avoir du personnel en nombre suffisant. Mais ce qui ressort, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a pris toutes ces précautions, ce qui ressort quand même de cette enquête à laquelle je rappelle, au total 2000 personnes ont contribué, dont 1800 professionnels d'EHPAD, c'est une grande souffrance de tous côtés, un désarroi, une incompréhension, parfois de la colère, de la frustration, et une souffrance qui a duré. Alors c'est d'abord une souffrance du côté des résidents, une souffrance majeure du fait d'être privés de voir leurs proches, et notamment leurs plus proches, ou de devoir les voir pendant un temps très restreint, à une fréquence restreinte, de devoir rester à distance, de ne pas pouvoir les accueillir dans leur chambre, mais dans un lieu dédié, parfois sans intimité. C'est une souffrance majeure parce qu'on le sait tous et on l'a tous redécouvert à l'occasion de cette crise. Nous ne pouvons pas nous passer de ce que nous aimons et nous ne pouvons pas nous passer de toucher et de prendre dans nos bras ceux que nous aimons. Et surtout en période de crise, surtout dans un contexte aussi anxiogène. Et donc, il y a eu des personnes, et on le sait, qui ont un vécu de solitude, et il faut prononcer les mots, de désespoir aussi, très important. Elie Semoun, que vous connaissez, que vous avez dû entendre, son père avait des troubles cognitifs, il dit on ne venait plus le voir, c'était incapable pour lui de comprendre pourquoi. Mon père a cru qu'on l'avait accompagné. Qu'on l'avait abandonné. Du côté des familles aussi, il y a une souffrance, on en a moins parlé, mais c'est aussi pour elles une privation majeure de ne plus voir leurs proches, cette coupure des liens. Elles ont besoin de cette présence et certaines ont été interloquées et certaines m'ont dit on avait l'impression que la famille, c'était plus important. Cette idée quasiment d'une transgression anthropologique ou civilisationnelle majeure avec ce que représente la famille pour une société, notamment pour une société comme la nôtre. Et puis enfin, dans cette enquête, elle révèle une souffrance du côté des équipes sur ce sujet, qui ont parfois souffert de faire souffrir, en appliquant des mesures, même quand elles en comprenaient la nécessité, elles savaient que c'était nécessaire de prendre des mesures de vigilance, mais elles ont parfois eu le sentiment, et elles nous l'ont exprimé très fortement, et dans le document, il y a énormément de verbatim qui le disent, elles ont parfois eu le sentiment, les équipes, de travailler à l'encontre des valeurs qui étaient les leurs, à l'encontre de leur culture d'accompagnement, pour mettre en œuvre ces mesures, de ne pas avoir les moyens humains toujours pour organiser les visites, et aussi un sentiment de culpabilité majeur, notamment quand les résidents sont morts sans pouvoir, comme le dit Marie de Henzel, dire un dernier adieu. Il faut tenir compte tout de même, c'est à préciser, d'une grande variabilité de situation selon les établissements. Absolument, on constate que les vécus sont très très différents. Il y en a un qui a été exprimé ici, et je pense qu'il faut absolument respecter cette singularité des situations et des liens et les reconnaître dans toute leur palette, mais quand même dire que cette souffrance-là, elle existe et elle a été partagée à beaucoup d'endroits et de tous les côtés. Un mot pour finir du document qui contient des suggestions pour améliorer la situation. Participation des familles à des actions de formation d'ordinaire réservées aux soignants. Alors on a voulu d'une part que ce document, il s'appelle « Pendant la pandémie et après », c'est-à-dire qu'il permette aussi de se projeter, et on a surtout voulu qu'il ne pointe pas que des problèmes ou des difficultés, mais qu'il aille vers des réponses. Vous vous souvenez de cette phrase célèbre de Pascal, je passe sous le contrôle évidemment d'Éric Fiat, mais « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant ». Est-ce que collectivement, on va arriver, après avoir subi une épreuve longue, à penser ces choses-là et à réagir, à en tirer quelque chose, et c'est peut-être le propre de l'homme, c'est d'arriver, d'essayer de tirer quelque chose des épreuves que nous traversons. Alors, ça va dans plein de directions, j'en donne quelques-unes, mais structurer, dynamiser, organiser la réflexion éthique dans les établissements. Et s'agissant des familles, restaurer les liens et la confiance quand elles ont été abîmées. Repenser peut-être assez profondément leur place et leur rôle. Au niveau collectif, vous avez parlé, madame, des CVS. C'est fondamental que les décisions soient partagées, discutées, concertées, que les réponses soient co-construites. C'est primordial que les familles puissent avoir des informations, qu'elles puissent se parler, échanger les unes avec les autres, qu'elles puissent être aux côtés des professionnels,
Elles restent des aidants quand elles l'ont été, elles restent des aidants, et qu'elles puissent le rester de la façon dont elles le souhaitent, à la façon qui leur convient. Je trouve qu'il n'y aurait rien de plus faux que de leur dire « maintenant on s'occupe de tout, vous n'avez plus que l'affectif ». L'amour, ça se traduit par des gestes, ça se traduit par des actes, et si on les prive de la possibilité de traduire cet amour par des actes, c'est très délicat, on risque de les déposséder de quelque chose. Alors bien sûr, il y a des conflits, des égoïsmes, des solitudes, mais le lien entre les résidents et leur famille, c'est très souvent, comme pour nous tous, un cordon nourricier. Et donc il faut, à mon avis, pas stigmatiser les familles, par exemple en disant que ce sont elles qui sont porteuses de mort, ni certaines familles. Il ne faudrait pas opposer les bonnes et les mauvaises, celles qui comprennent, celles qui protestent, celles qui sont dociles et celles qui sont plus revendicatrices. Pas y voir une menace, mais des alliés potentiels, même lorsqu'elles viennent un peu à l'improviste, voir comment les choses se passent. C'est un regard extérieur qui est vertueux pour tout le monde. Et peut-être nous rappeler que la privation... Claire Hédon l'a rappelé, la privation des liens familiaux, c'est une privation majeure d'un droit fondamental, et que ces privations, elles doivent être toujours contrôlées, limitées au maximum, limitées dans le temps, contrôlées. Et je finirai peut-être par un point sémantique. Je pense qu'il faut peut-être arrêter de parler des visites des familles, il faudrait parler de leur venue, parce que beaucoup ne viennent pas juste rendre visite, elles viennent faire énormément de choses auprès des résidents et auprès des professionnels. Merci beaucoup Fabrice. Jean-Christophe, en 2 mots, vous avez un comité d'éthique chez Orpea ? Oui, absolument. Oui. Un comité d'éthique qui existe depuis plusieurs années, qui nous a évidemment beaucoup appuyé pendant ces derniers mois, mais qui nous aide finalement dans notre pratique quotidienne. La confrontation de la liberté, la sécurité, le droit individuel, la vie en collectivité, la prise en charge d'une pathologie un petit peu particulière, ce sont des questions qui se présentent à nous très régulièrement, et les établissements, les équipes peuvent solliciter ce comité d'éthique qui, en dehors de ces travaux plus globaux et au long cours, sont là pour répondre justement à des sujets plus particuliers. Oui. Vous ne me la posez pas la question, mais je vais quand même vous répondre. Très rapidement. Un truc très rapide, oui. On parle beaucoup de cette crise sanitaire. Elle a animé les derniers mois de notre existence, mais il y avait un avant. Quand une forêt brûle, c'est une terre dévastée, et puis finalement, elle fertilise et la vie reprend toujours son cours. Je crois qu'il est temps de passer à ça. Il est temps de faire preuve de résilience, de savoir ce qui nous a fait grandir, ce qui nous a construit dans cette traversée, mais de réenvisager l'avenir, de justement comprendre désormais aussi que l'inconnu qu'on a tous vécu ensemble, c'est sans doute l'inconnu que les familles rencontrent quand leurs proches nous sont confiés, qu'on doit arrêter d'opposer et continuer à nous rassembler, et puis que surtout les établissements doivent s'ouvrir. Désormais, on a été rassurés par Olivier Guérin hier, qui nous a dit que nous ne revivrions pas une autre vague, mais que nous devions vivre avec. Et vivre avec, c'est bien tout le contraire que de ne plus vivre pendant tout le temps où ce corona existera. Simplement, c'était le mot que je voulais dire, un peu d'optimisme aussi et de regard vers l'avenir. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à tous les 4. Nous allons à présent parler d'une maladie silencieuse qui touche plus de 2 millions de Français chaque année, la dénutrition. Et Jérôme Guedj, venez ici, à ma droite s'il vous plaît. Effectivement, une maladie, la dénutrition, qui touche plus de 2 millions de Français, notamment des personnes hospitalisées, des personnes âgées, fragiles, et désormais des patients touchés par le Covid. La seconde semaine nationale de la dénutrition se tiendra du 12 au 20 novembre 2021. Le CINERPA est partenaire de l'événement et membre du conseil d'administration du collectif de lutte contre la dénutrition. Pour en parler, Jérôme Guedj, coordonnateur de cette semaine de la dénutrition. Pouvez-vous nous la présenter, Jérôme ? Merci beaucoup. D'abord, je veux te souhaiter un bon anniversaire au CINERPA. On se posait la question avec Florence, une bonne raison pour que
je vienne parler ici, c'est pas pour des rapports avec Luc Broussy, c'est pas pour le rapport sur l'isolement que j'ai fait auprès d'Olivier Véran l'année dernière. Je veux vraiment remercier le CINERPA qui m'a beaucoup aidé à préparer le protocole, qui a permis de réintroduire quelques visites à partir du mois d'avril dernier. Mais donc on a trouvé un vrai sujet sur lequel supplémentaire on travaille avec le CINERPA, qui est la question de la lutte contre la dénutrition. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre l'enjeu de la dénutrition à destination des personnes âgées. Depuis des années, les professionnels des EHPAD sont considérablement mobilisés autour de ces enjeux et ça fait partie des axes quasi identitaires autour de l'alimentation, autour du plaisir de l'alimentation, autour de la surveillance de l'état nutritionnel des personnes âgées, autour des animations, du lien social, des activités physiques adaptées, autant d'enjeux qui permettent justement de prévenir la dénutrition. Donc cette semaine nationale de la dénutrition, elle a été créée dans le cadre du programme national Nutrition Santé, le fameux PNNS que vous connaissez tous sur les aspects manger 5 fruits, 5 légumes, manger, bouger, etc. Et il y a un volet sur la dénutrition et le collectif de lutte contre la dénutrition a obtenu du ministère de la Santé, et on les en remercie, la création de cette semaine pour permettre que cette maladie justement invisible, parfois pas bien reconnue par le grand public, mais aussi par un certain nombre de professionnels de santé, puisse franchir un petit peu ce plafond de verre, parce que c'est une maladie dont on a la chance, contrairement à d'autres, on sait la prévenir, on sait la dépister et on sait la prendre en charge. Et sur tous ces sujets, et j'ai un temps très bref, et donc c'est vraiment un message d'appel à la mobilisation que je relaye grâce au CINERPA qui, déjà l'année dernière et cette année encore, est partenaire de la semaine. Mobilisez-vous dans vos EHPAD, dans les services à domicile. On travaille avec le CINERPA domicile et avec DAFNA pour que vous nous aidiez à faire connaître d'abord l'existence de cette maladie, les effets qu'elle peut avoir, la manière de la prévenir, les enjeux du dépistage. C'est pas un dépistage qui est très compliqué, c'est la simple pesée qui permet de suivre l'évolution du poids chez les personnes fragiles, mais c'est autant de choses qui malheureusement sont pas très connues ou pas suffisamment, mais je le dis ici, il y a des gens qui au contraire le connaissent bien, parce que s'il y a bien un secteur professionnel, c'est dans les EHPAD, peut-être un peu moins dans les acteurs du domicile, mais on va y travailler considérablement dans les mois qui viennent. Donc très concrètement, le message est simple. Vous êtes un service à domicile, vous êtes un groupe d'EHPAD ou un indépendant. Vous pouvez valoriser ce que vous faites tout au long de l'année en étant labellisé acteur de la Semaine nationale de la dénutrition. Vous le serez tous parce que quel que soit votre statut, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'on soit public, privé, associatif, c'est porteur d'une mission d'intérêt général. Donc il suffit d'aller sur le site luttecontreladénutrition.fr qui porte toutes les informations de ce qu'on peut faire pendant la semaine, mais surtout qui va s'appuyer sur les initiatives que vous-même vous pouvez porter. Ici, un atelier culinaire, ici, un partenariat avec des chefs ou vos professionnels de la restauration ou vos prestataires de la restauration. Certains travaillent avec Silver Fourchette sur la valorisation des talents gastronomiques. Certains travaillent avec Ciel Bleu sur les questions de valorisation des activités physiques adaptées. Certains, par eux-mêmes, dans leur orientation stratégique, ont mis en place ces éléments. C'est l'occasion de les valoriser auprès de votre personnel, auprès des résidents, auprès des familles. Vous pouvez nous aider aussi à relayer ces messages. L'année dernière, on a élaboré, c'est le premier document grand public qui a été élaboré ces dernières années sur les questions de dénutrition. Il est mis à disposition de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de récupérer ce document, de le personnaliser avec votre logo, avec les messages que vous souhaitez apporter pour dire voilà ce qu'on fait dans nos établissements ou dans nos services. Vous nous aiderez ainsi à diffuser au maximum cette information. Voilà, on m'a donné 5 minutes, les gens savent que je suis bavard. Donc il y a un stand sur lequel vous pouvez avoir des informations complémentaires qui est hébergé par nos amis du mensuel des maisons de retraite. Donc vous pouvez venir parmi le village des partenaires, à la pause qui va venir je crois tout à l'heure, pour prendre un peu plus d'informations, mais je vous en supplie. Aidez-nous à ce qu'on puisse, à l'issue de cette semaine, l'année dernière ça avait été très compliqué pour des raisons absolument évidentes, mais on a quand même, avec beaucoup d'entre vous, réussi à organiser des micro-événements
dans les établissements, juste faire circuler l'information. Sur notre site, on a beaucoup de supports, de visuels, de vidéos que vous pouvez utiliser et vous approprier. Et je le redis, notamment, emparez-vous de ce document. On peut en parler tout à l'heure. Le CINERPA va vous relayer des informations. Et donc, la procédure très simple de labellisation, qui est très importante, je vous dis, pour vos établissements, mais aussi pour ce que vous et vos services, pour ce que vous nous contribuerez à porter ce message. La procédure, elle est extrêmement simple. Le CINERPA va vous donner toutes les informations. Donc voilà, aidez-nous à dire, à l'occasion de cette semaine, comme on le fait dans le milieu hospitalier, comme on va le faire avec les collectivités locales, que les professionnels du grand âge, ils sont historiquement, intrinsèquement mobilisés sur cet enjeu du bien manger et de la prévention de cette maladie dont vous connaissez tous les effets délétères pour les résidents d'EHPAD ou pour les personnes que vous accompagnez dans les services d'aide à domicile. Voilà. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du 12 au 20 novembre 2021, la seconde sur le semaine, site avant le 30 septembre, donc faites-le avant le 30 septembre. Voilà. seconde semaine nationale de la dénutrition.